François et Cécile d'avoir organisé ce séminaire. Alors, je vais essayer de partager le PowerPoint pour commencer. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui, ok. Donc, je remercie aussi Maëlle d'être présente aujourd'hui. C'est quand même assez agréable de pouvoir avoir la perspective d'échanger avec elle ensuite par rapport à cette présentation. Donc, on va commencer directement par entrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler de l'œuvre de Maëlle Dupont, donc La Cullulento della Pluetsch, bien sûr, mais aussi ses autres textes. Et on va commencer sans préambule à la présenter pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Donc, Maëlle Dupont est née en 1988 à Montpellier. Donc, c'est une auteure aux multiples facettes, puisqu'elle est à la fois poétesse, nouvelliste et traductrice. Et elle s'exprime principalement en occitan et en français. Il faut préciser qu'elle est de la nouvelle génération, de cette nouvelle génération pour laquelle la langue occitane ne s'est pas transmise dans la famille. Donc, la langue, elle l'a apprise en calendrette avant de l'approfondir ensuite au collège et à l'université Paul Valéry de Montpellier. Et son cursus là-bas s'est fait principalement à distance. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être anecdotique, mais non, parce que Maëlle Dupont est une grande voyageuse. Et donc, en parallèle de ses études littéraires, donc d'occitan, mais pas seulement, puisqu'elle a aussi étudié la littérature catalane et la littérature québécoise, elle a vécu dans plusieurs pays. Donc, elle a d'abord vécu à Barcelone, en Espagne, à Gênes, en Italie, à Cork, en Irlande, à Berlin, donc en Allemagne, avant de poser ses valises pour quelque temps au Canada. Donc, ces expériences aux quatre coins du monde l'ont inspirée et ont sans aucun doute nourri sa créativité et son discours. Donc, c'est une poétesse du monde, finalement, qui a été publiée en Catalogne, en Angleterre, en Italie, en Roumanie, au Canada, en plus de la France, bien évidemment. Donc, ça fait désormais 7 ans que Maëlle Dupont vit à Montréal et fait vivre la langue occitane, donc au rythme entraînant de cette métropole québécoise. Et c'est là d'ailleurs que sa passion pour la poésie a trouvé un terreau fertile, dirons-nous, pour s'épanouir et prendre une dimension nouvelle. Donc, elle est très active dans les milieux littéraires de cette ville. Elle participe, organise, anime de nombreux projets poétiques qui font la part belle d'ailleurs à une poésie engagée, cosmopolite, polyglotte et aussi résolument féminine. Elle a notamment participé, par exemple, aux 10 heures de la poésie dans le cadre de la Nuit Blanche à Montréal, à plusieurs festivals dont la thématique centrale est la langue, donc le festival Langue liée ou le festival La poésie dans toutes ses langues. Voilà. Et puis, petite anecdote qui me plaît beaucoup, donc dès 2014, elle a cofondé un duo poétique appelé Finamour. Voilà, donc petit clin d'œil à la poésie médiévale avec l'artiste Louis Royer. Donc ensemble, ils ont organisé et animé également des récitals poétiques. Voilà globalement pour sa biographie. Je vais désormais passer à la présentation de sa bibliographie, donc de façon très synthétique, très rapide. On connaît surtout Maëlle in son nostre pour son recueil poétique La Cullulento della Pluetsch, donc La couleur lente de la pluie, qui est un recueil bilingue paru en 2013 chez Jour. Mais certains des textes de ce recueil donc, ont été également publiés dans différentes revues, donc comme Org, Gaïsabé ou Réclams, donc des revues occitanes à partir de 2010-2011. Mais depuis la parution de La Cullulento della Pluetsch, Maëlle a continué à écrire. Alors, ce n'est pas une écriture frénétique de la publication à tout prix, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore de second recueil de publier, mais en tout cas, c'est une écriture au fil des émotions, au fil des recherches. Et donc,
une écriture qui continue à apparaître dans les mêmes revues occitanes citées précédemment, mais aussi dans des revues ou micro-revues européennes. Donc, vous avez par exemple les Voci della Luna en Italie, Reviste Apostrophe en Roumanie, Pel Capel Exil Interior en Catalogne, mais elle publie également donc, dans des revues canadiennes comme la Revista Helios, Exit ou Les Écrits. Elle a été publiée dans différentes anthologies, donc la toute récente Par tous les chemins, florilège poétique des langues de France, donc coéditée par Marie-Jeanne Verny. Elle apparaît également dans Grains of Gold, An Anthology of Occitan Literature de James Thomas. Elle apparaît également dans Couloufin, donc cette anthologie poétique des femmes poétesses occitanes, et dans d'autres anthologies aussi. Et en parallèle, donc, avant de passer à la traduction, on peut annoncer, puisque Réclame l'a déjà annoncé, si vous avez lu Réclame, ce ne sera pas un scoop, que Maëlle devrait être publiée donc, dans le second tome de l'anthologie Paraulo de Hymnos, donc de Pauline Camaquin. Et donc, pour en revenir à ses publications actuelles, en parallèle donc, de l'écriture de ses propres poèmes ou nouvelles, Maëlle traduit d'autres poètes et seuls quelques-uns de ses travaux donc, ont été publiés ou sont consultables en ligne. Donc, je me contenterai de citer une co-traduction donc, du catalan vers le français des poèmes de Marc Romera et Roca, L'Envelage Etymologics, l'envoyé étymologique, qui est paru récemment. Donc voilà pour un petit point bibliographique. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la Cululento de la Pluetch, donc ce premier recueil, ce seul recueil pour l'instant, donc qui est composé de 16 textes qui sont divisés en fait en deux parties. On a une première partie avec 7 textes en vers et puis une seconde partie avec 9 textes en prose, dans lesquels on découvre une relation amoureuse, passionnelle, obsessionnelle, à travers l'Europe et qui s'arrête brusquement, sans aucune explication, là, sur le pas de la porte de la maison familiale. Donc finalement, c'est une histoire que l'on connaît, que l'on a connue, que des milliers de personnes ont connue, mais ici, on a affaire à une expression qui est complètement renouvelée, qui est riche en contrastes, en oxymores, bien sûr, et qui met tous les sens en éveil. Donc, de Montpellier à Essaouira, on vibre au diapason un petit peu des cœurs troublés, torturés, abandonnés, amoureux, passionnés. Et les vagues de l'émotion et puis les gouttes de pluie, c'est quand même important, submergent cette jeunesse, l'entraînent au loin des rivages de la douce monotonie et surtout l'entraînent loin de la garrigue natale. Donc, relation passionnelle, relation drogue qui instaure une dépendance au corps de l'autre, cette pluie finalement lente et colorée. Donc, on a également affaire à une précarité émotionnelle, une précarité humaine avec la perte des êtres aimés et ce vide donc, qui s'ouvre sous les pieds. On a également affaire à une précarité économique avec une ribambelle de petits boulots nourriciers, des sous-locations et des chambres d'hôtel aux draps crasseux. Mais à chaque lieu correspond un moment de relation et un moment de vie. Donc, ce recueil, finalement, c'est avant tout un récit initiatique, du feu dévorant au retour de flamme, de la jouissance la plus pure aux larmes les plus amères, du rouge de la passion, donc rouge du titre, au rouge du sang, au rouge de la blessure. Donc, la confrontation aux sentiments forts et parfois antithétiques font naître l'écriture, une écriture qui est puissante, sonore. Elle permet aussi une introspection finalement
et une affirmation de ce qu'il reste de soi quand notre double nous abandonne. Donc, pour la presque totalité des textes qui sont proposés dans ce recueil, l'auteur indique à chaque fois un lieu de rédaction et une date. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'infographie. Donc, on voyage avec elle entre Montpellier, Gênes, Cork, Kinchidone, Barcelone, Essaouira, Kooning, dans une période assez circonscrite, donc, qui part de l'été 2009 jusqu'à janvier 2013. Et donc, peu à peu, on comprend que cette œuvre a été originellement conçue comme un carnet de bord au gré des déménagements et des voyages, donc une écriture qui est spontanée, qui est née dans le balancement d'un train ou d'un bus, finalement. Et par contre, on remarque aussi le temps long de l'écriture de certains textes. Donc, avec le recul, l'auteur les a retravaillés, ou plutôt les a enrichis de nouveaux moments de vie, en fait. Donc, pour se baser un petit peu sur le tableau, pour l'expliquer, donc la colonne de gauche, ce sont les dates d'écriture des différents poèmes. La colonne suivante, ce sont les lieux d'écriture. Ensuite, on vous dit si le texte est en prose ou en vers. Vous avez ensuite le titre et les petits numéros à côté renvoient à la place du texte dans le recueil. Parce qu'en fait, tous les textes ne sont pas rangés de façon chronologique, ils ont été arrangés, ordonnés a posteriori, en fait. Et donc, dans ce second tableau, en fait, qui reprend partiellement le premier, dans la colonne de gauche, vous voyez donc les titres des textes, les titres les plus foncés étant les plus anciens et les titres les plus clairs étant les plus récents. Donc, et dans la seconde colonne de gauche, la seconde colonne bleue, vous voyez en fait les textes tels qu'ils sont ordonnés dans le recueil. Donc, vous avez une première partie bien visible qui commence avec Annuate, un texte non daté et non situé, et qui se termine avec Regril. Et tous ces textes-là sont en vers. Et vous avez ensuite donc une seconde partie qui commence avec Mourir en Palestine, qui se termine avec Majounes et Zaïla, et tous ces textes-là sont en prose. Et vous remarquerez que dans la première partie, on a une majorité de textes bleu foncé, c'est-à-dire les premiers textes écrits par Maëlle Dupont. Et dans la seconde partie, vous avez des textes majoritairement en bleu clair, donc des textes plus récents. Et finalement, on constate une évolution de l'écriture au fil du temps, avec une tendance à l'écriture en vers au départ, et puis un déplacement de l'écriture vers la prose à la fin du recueil. Voilà. Donc, si je me reconcentre sur la première partie du recueil, donc la partie écrite en vers, on a l'impression que ces poèmes forment une boucle. C'est-à-dire que le premier poème du cycle, Annuate, dont on ne connaît donc ni la date ni le lieu d'écriture, est le poème de la noirceur, de la solitude et du silence par excellence. Donc, voici un extrait. Je ne sais plus compter les jours. Tous se ressemblent puis disparaissent. Et le silence grandit avec le vide. Le vent me mène jusqu'à l'oubli. Mes pas se perdent dans le noir et se rapprochent des ombres. Je me traîne sans rêver, le souffle plein de tristesse. Donc, on peut supposer que la jeune femme a déjà été abandonnée par son amant, qu'elle traverse les enfers, qu'elle est une ombre en fait parmi les autres ombres. C'est vraiment le poème qui ouvre le recueil, mais qui en même temps clôt l'histoire d'amour. Donc le second poème de cette partie, De la mare esclave, de la mère esclave, c'est celui des débuts de la relation et du plaisir sans limite. Et ensuite, petit à petit, on avance pas à pas dans l'intimité du couple jusqu'au poème Regril, Renaissance, qui nous fait partager quant à lui les derniers moments de cette vie à deux.
le déchirement du cœur et de l'âme, mais aussi la dépossession de son propre corps. Donc, malgré le sentiment de mort qui emplit son intérieur, la jeune femme tente de cacher sa douleur. Et ainsi, la boucle est bouclée. Donc, j'avais mal aux pieds et j'avais le visage bien caché, avec les lunettes et cet abîme qui morcelle mon ventre, et j'ai fait comme si tout cela n'était pas une blessure aussi grande. C'est parce que c'est ainsi et que je ne peux rien faire de plus, parce que tu es parti et quelque chose est mort quand tu as fermé la porte. Voilà pour ce poème, très triste. Donc, à cette première partie donc, en vers, la seconde partie en prose y fait écho. Et donc, on a une toile de fond qui se déplie peu à peu. On s'enfonce un peu plus profondément dans le questionnement. On revit l'idylle passionnelle du jeune couple, mais cette fois-ci, elle s'insère dans un cadre quotidien plus explicite qui conditionne et permet aussi de comprendre. On nous donne à voir des moments d'enfance, des petits boulots qui nous déshumanisent presque, des périodes de vie. Voilà. Donc, la partie en prose, elle s'ouvre elle aussi sur un texte non situé, non daté, Mourirem pas mai l'estiu, on ne mourra plus l'été. Et ce texte, c'est l'occasion de s'interroger sur la vie, sur la mort, sur l'amour, à partir d'une scène de jeunesse et de la perte des grands-parents. Quand nous nous sommes retournés en novembre l'année dernière pour la messe de souvenirs de papy, je l'ai vu sur son bureau, ce cadre. J'ai demandé à Tati Monique si je pouvais le garder. C'est pour moi le plus vivant souvenir de toi et de lui, de votre amour, de mes origines. Pour conserver en moi la mémoire, c'était ce cadre, petit et doré, que papy regardait sur son bureau et où il te revoyait. Peut-être qu'il ne voulait rien dire, ce vieux cadre chinois en fer doré abîmé, avec la photo qui débordait en bas. Je sais maintenant qu'il ne pouvait pas la couper. Tu vivais encore à travers ce cadre, à travers la photo, à travers la mort et le temps. Donc voilà un texte touchant qui ouvre cette seconde partie, mais le texte qui clôt cette partie est non moins poignant. Donc Majuine Soizaïla, la jeunesse est là-bas, retrace les dernières semaines de la relation amoureuse qui ne laisse en rien présager de la fin funeste, cette fin qui sera finalement une porte refermée et un message téléphonique en guise d'adieu. Donc Maëlle Dupont met en scène cette rupture avec beaucoup de pudeur, des non-dits qui parlent d'eux-mêmes, des phrases brèves aussi, qui ne sont pas sans rappeler un certain pessimisme boudounien, si je peux me permettre. Ma jeunesse est là-bas. La légèreté dans tes yeux quand tu m'as approché à la porte de la maison. Je te revois avec ta barbe hirsute et ta veste de cuir que nous avions achetée chez un tailleur là-bas. Tu m'avais dit que tu allais en ville prendre le thé avec ton amie Gareth. Je t'enlaçai rapidement à la porte. Nous irions à Strasbourg voir ta sœur avant de rentrer chez nous à Cork. Tu n'es pas revenu. Jamais. Un message sur le téléphone pour dire que tu étais parti. Tes affaires éparpillées ici, dans la maison. Voilà comment se clôt cette histoire, comment se clôt ce recueil. Le désir abandonné. Mais finalement, nous allons voir que les écrits ultérieurs, donc les écrits qui ont été publiés après la Cululento de la Pluetch, sont eux aussi très liés finalement à ce recueil. La plupart d'entre eux, en fait, sont situés et datés aussi, et donc nous permettent de continuer à suivre le fil à la fois des voyages, de la plume et du long chemin vers la rédemption. Donc il n'y a pas de rupture franche
avec le recueil que l'on vient de voir, puisque le flot poétique, finalement, est lié à la vie de l'auteur. Donc, nous retrouvons, dès les premiers textes, une jeune femme à Berlin en 2013, avant son départ pour le Canada. Et cette jeune femme va entamer une nouvelle vie, toujours en proie à l'ivresse des sens. Donc, ces textes sont tous en prose, mais certains d'entre eux témoignent en revanche d'une expérimentation esthétique nouvelle. Et cette expérimentation, elle est notamment visible dans la nouvelle Rabia al-Aybenos, donc Lara Joven, qui a été écrite en 2014. Ce texte est sans aucune ponctuation. Il invite le lecteur à s'approprier un texte brut, à être attentif aux moindres mots pour en extirper tout le sens et en répercuter aussi toute la violence. Donc, je vais laisser la parole à Maëlle, qui lira bien mieux que moi cet extrait de poème. Merci Marine. Donc, alors je vais lire en premier en occitan et ensuite je lirai la traduction. A Maniagara i silenzi, la paura de vivere, che tumban inlassabilmente, respiren la salvaggiario d'insunample. Dis una mezcla la più divina des cose. Per tutte, la vigou magagne de benos estaticos, un rage une drogue capaz esta d'encar inventado pel faria. Es aila nostre ten, de cervelos engust, de tabac pascar que pudiscan no rudam, que pasto como de lagremos secos de pasta de plura. Benni, me salvarás, dirás de mí et te creerás. Me raubarás as braces de la mort que esperi, que vendrá din las zanados. Me dire que me cala en fi me cala. Torna cabam un trauc jauni din l'erco, pel chin que pisan et pel juves que se desfuntan. Kiat. J'amadourais le silence, la peur de vivre, qui tombe inlassablement, jointe la sauvagerie dans son ampleur. Disent avec effroi la puanteur des corps partout, la vigueur tacle des veines statiques, où coule une drogue qui n'a pas encore été inventée par les parias. Il est là notre temps, des bières sans goût, du tabac pas cher qui pue quand on le roule, qui goûte comme des larmes sèches de ne savoir pleurer. Viens, tu vas me sauver, dire des mots et je te croirai. Tu vas m'enlever au bras de la mort que j'attends, qui viendra dans les années. Me dire que je dois enfin me taire, retourner creuser mon trou jauni dans l'herbe par les chiens qui pissent et les jeunes qui se défoncent debout. Merci Maëlle. Donc vous voyez un petit peu la violence de ce texte, mais aussi toute la recherche esthétique qui l'accentue finalement. Donc on continue dans cette veine-là. Et parallèlement donc à ces textes très, très recherchés, on a d'autres textes avec un degré moindre de complexité, tant dans leur forme que dans leur signification. De façon générale, ce sont des textes qui ont tous trait à la famille et à la garrigue montpelliéraine. Donc, l'âme sœur, c'est un texte qui est très représentatif de cette rédaction douce et fluide, aux antipodes du rythme saccadé, heurté, et du sens relevant parfois d'un troubaklus, si je peux me permettre, quand il s'agit d'évoquer donc une quotidienneté du douleur ou du désir. Donc voilà l'âme sœur. Revoir la tour en ruine et raconter les légendes, comme celle des 3 ermites et d'une belle. Tout pouvait s'imaginer, se peindre. Les mots couraient comme les abeilles après les fleurs. Car nous pouvions alors savoir combien la beauté est fragile et les saisons défilent et l'hiver qui revient, mais la nature toujours s'éveillait du sommeil au pic Saint-Loup. La garrigue était-elle la rose des marins, l'offrande du soleil et des rites de la terre. Mon cœur y est resté comme la naissance d'une sœur, éternelle et inséparable. Puisque quand même Montpellier
et sa garrigue restent au centre de la carte du cœur, comme le dit un autre texte. Donc, une douceur qui rappelle l'enfance, la famille, la terre natale, et puis la violence de la vie par ailleurs. Alors, je vous propose maintenant de nous intéresser aux thématiques, à certaines thématiques qui traversent l'œuvre de Maëlle. Alors, ces thématiques, elles sont nombreuses, donc on n'en citera que quelques-unes, mais la plupart du temps, elles se combinent, s'opposent et se complètent. Elles s'appellent les unes les autres. Donc, la toute première thématique, celle qui inonde, qui irradie l'œuvre, de la première à la dernière ligne, en fait, c'est bien le désir. Donc, c'est un désir qui est sans fin, qui est inépuisable, qui est sans cesse renouvelé, qui est librement exprimé et surtout qui est librement ressenti. Donc, je vous propose quelques passages. Le premier, c'est de la mère esclave. Donc, transi sous la pénombre, à nouveau possédés par les débris de la chair, nous nous perdons. Longtemps encore, l'insupportable union nous livre aux profondeurs de la sève à celle du désir. Nous suivons dans le silence les arabesques du délice, les bourrasques de l'écume sur les rives du néant. Donc, c'est un désir qui nous emporte loin, un désir naturel, presque animal, un désir finalement qui est à la hauteur des éléments. Ensuite, dans ta peau, à la couleur lente de la pluie, c'est un désir enivrant. J'ai tant écrit, désiré ton corps, je ne me souciais de rien d'autre, je vivais dans l'attente. Donc ce désir qui prend toute la place, qui obsède, et qui finalement appelle la thématique suivante, qui est celle de la dépendance et du manque. Puisque le désir, donc, dans ce texte en tout cas, est une véritable addiction. Donc, comme une drogue, il induit le même effet de dépendance et de manque dès lors que l'être aimé est absent. Dans le dernier train pour Gênes, tes yeux passagers sur ma peau, tes lèvres couraient, ta chair suait, en moi ton corps ensemencé. Puis le supplice de l'attente, à nouveau, je n'avais que toi, tu n'avais que moi. Un désir, un amour exclusif, où finalement deux êtres ne font qu'un, et on comprend aisément le manque au moment de l'abandon. Et dans le petit passage suivant, donc de ta peau à la couleur lente de la pluie, toujours, que ferais-je, ma terreur de te perdre, mon dernier élément. Donc, on voit bien ici à quel point la perspective, en tout cas, de la perte et du manque est terrible pour cette jeune femme éperdument amoureuse. Une autre thématique qui revient en boucle, qui est le corollaire de la première, de la seconde d'ailleurs, c'est la solitude et le vide. Donc, comme le dirait Lamartine, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Eh bien, là, l'absence de l'amant, au-delà du manque, implique un sentiment de solitude, de vide, qui est profond et récurrent. Donc, dans Ardeur fragile, on voit « Maintenant, je sais la solitude, les marches gravies l'une après l'autre, sans plus de raison qu'un désir sombre et inconnu. » Et ce qui est très intéressant, c'est le passage de Renaissance. Autour, personne. Ici, je l'ai mesuré, le prolongement de la chair disparu. Donc, cette solitude au moment de l'abandon, et puis finalement, comme une personne amputée d'un membre qui continue à sentir ce membre pourtant disparu, eh bien là, on le retrouve en contrepoint.
cette personne qui a disparu, on ne la voit plus, mais par contre, on voit le vide qui s'est instauré à cet endroit-là. Enfin, non pas enfin, mais une autre thématique primordiale, en tout cas dans cette œuvre, c'est l'errance. L'errance qui peut correspondre au voyage, bien sûr, mais ça peut aussi être une errance solitaire dans la ville ou une errance introspective, errer dans les arcanes de sa propre intériorité. Et cette errance, elle est au cœur de l'écriture de Maëlle. Parfois, on a l'impression qu'il faut fuir pour s'en sortir. Alors, je vous propose de regarder le texte Rue Ontario. Donc, nous allumerons des cigarettes pour la route. Nous marcherons en vain, un peu moins vite. Tu n'es pas amoureux, nous ne nous attacherons pas. Je dis ce que je comprends. L'avenue du Mont-Royal s'échappe sous les pas maladroits, les lumières des cafés fumants et les boutiques sales. Entre tout, j'ai froid. Dedans et aux extrémités. Donc, cette promenade presque de santé, puisque il y a la négation de la possible relation, mais qui finalement renvoie aussi à une errance introspective et au manque qui caractérise du coup la froideur intérieure. Je vous ai proposé ensuite quelques tout petits passages. Donc, notamment Cumming, j'ai poussé le chemin jusqu'à ce que tu disparaisses. Donc, dans ce texte, l'amant est déjà parti et la jeune femme a besoin de s'éloigner pour oublier l'ombre de cet amant, pour rencontrer d'autres ombres et l'oublier encore plus. Ma jeunesse est là-bas, donc la jeunesse est là-bas, contre des lèvres serrées, à la dérive des pas et des rues étrangères. Où que j'aille, je n'ai pas cessé de te suivre. Donc ça, c'est une citation, une des dernières citations, en tout cas, du recueil, des derniers passages du recueil. Et le mot dérive revient très souvent dans l'écriture de Maëlle. Il n'y a pas un itinéraire prédestiné, tracé, mais on dérive au gré des éléments, au gré des émotions, au gré des sentiments. Et cette dérive, elle amène souvent à voyager, à l'étranger en tout cas. Et on suit en tout cas peut-être sa voix intérieure, peut-être son instinct, mais on suit ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La thématique suivante que j'ai retenue, c'est celle de la parole empêchée et par conséquent de la naissance de l'écriture. Parce que la femme du recueil et des textes, en tout cas, croule sous le poids des mots et pourtant elle ne peut pas les prononcer. Dans la relation à l'autre, c'est le silence qui prévaut. Je cite la mère des esclaves, de la mère esclave, le silence s'obstinait et toute la tendresse déferlait sur nos corps. Donc sa parole, elle est empêchée. Et seule l'écriture a posteriori lui permet d'exprimer pleinement son trop-plein de doutes, de peur, d'amour et de désir. Donc finalement, on a un vide verbal qui se traduit par la suite par une frénésie sauvage de l'écriture, comme on le voit dans Le dernier train pour Gênes. Le temps passé et la solitude m'épiaient toujours de ses yeux. Je savais déjà tout, je ne le disais pas. Mes lèvres jamais ne surent parler. À présent, ma main pourchasse le papier. Les mots s'entremêlent, s'entredéchirent. Et puis, une toute petite citation, laconique, mais pourtant si parlante paradoxalement. Je n'ai pas su quoi dire, ni le lendemain, ni même après. Le silence, toujours le silence, ne pas savoir que dire. Et j'en arrive
à la dernière thématique que je souhaiterais aborder avec vous, qui est celle de la langue. L'engagement pour la langue occitane et indirectement, du coup, la langue catalane est aussi présente dans l'œuvre de Maëlle Dupont. Donc, c'est peut-être une thématique qui est évoquée moins frontalement, moins explicitement que d'autres, mais pourtant, elle est omniprésente. Combien d'auteurs occitans, docteurs, qui vivent en Occitanie préfèrent écrire en français pour des questions de lectorat, de visibilité, que sais-je? Alors, choisir d'écrire en occitan lorsqu'on vit à l'autre bout du monde, c'est pas anodin. Voilà. Donc, l'engagement, il ne s'arrête pas à un choix de langue, d'écriture, bien sûr, mais en tout cas, il émerge aussi dans une espèce de semble manifeste. Je ne sais pas trop comment définir ce texte. En tout cas, c'est un texte que Maëlle a écrit pour une revue canadienne. C'était un petit dossier dans lequel elle présente de jeunes artistes occitans de sa génération, des poètes. Et ce texte s'appelle « Survivre ». Sauver la langue, la garder vivante, noble quête, pas ici, ni demain. Elle nous habite en travers de la gorge jusqu'à l'épuisement. Elle nous déprend de nous et du monde, nous poursuit. Nous la portons entre nos mains, avec nos brèches et nos fatigues, nos nuances du désespoir au possible, et avec l'espoir non pas de la sauver, mais de dire ce qu'insuffle en son creux l'infini parcours de la terre. C'est dans l'exaltation des inflexions et des nuances d'une langue, dans l'exultation mot à mot, que l'on échappe au symphonique silence. Et par soif du sublime, si exigeant que naît la parole poétique. Langue que nous empruntons, langue empreinte. Alors, langue empruntée aux ancêtres, langue empruntée aux grands auteurs du passé, mais aussi langue de l'écriture présente, langue du texte qui laissera son empreinte. Donc, l'occitan, ici, on n'est pas là pour le sauver, mais on est là pour le faire vivre dans le présent, l'utiliser, et utiliser également tout ce qu'il nous offre. Et finalement, il nous offre la possibilité de dire le sublime, ce qui est quand même exceptionnel. Et cette importance de la langue, elle est également visible dans le texte « Élégie des temps venus ». Nation sans peuple, peuple sans salive, langue savonneuse des enfants trop sales pour parler, leur langue d'avenir. Vous, mes grands-pères, disséminés à l'horizon, pierre entre les ruines où plus rien ne vit que le silence de vos bouches en jachère. Peuple sans salive, ensoleillé de honte, mémoires anciennes à mort par un culte uniforme, langue portée avec moi par-delà frontières et des mesures. Donc là, on a quand même une certaine dénonciation d'un impérialisme français qui écrase les langues régionales, en particulier l'occitan dans ce cas. Un peuple qui a honte de sa langue, honte de sa culture, et pourtant des jeunes artistes qui font le choix de cette langue, et en particulier Maëlle, donc, qui emporte avec elle cette langue, qui va la faire voler de ses propres ailes au-delà de l'océan et qui lui donne un nouveau souffle. Alors, cette question de la langue, elle apparaît aussi dans un autre texte, peut-être plus subtil, dans Rabios Alaibenos, encore une fois. Et dans ce texte, on comprend que finalement, la langue du corps, celle-là même qui enflamme le désir, finalement, se confond avec la langue des mots. Et donc, la jeune femme du texte est doublement pénétrée par la langue. Cette langue littéraire, cette langue occitane et cette langue du désir. Alors, je terminerai ma communication sur un dernier point
Voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre du médiéval dans le contemporain et inversement. Donc, voilà, il y a quand même, malgré tout, malgré l'originalité, malgré la fraîcheur de la poésie de Maëlle, il y a des réminiscences du passé, des illustres prédécesseurs qui sont les Troubairis. Voilà. Donc, il y a une certaine faille temporelle qui se referme sur des siècles de passion silencieuse. Alors, je ne dis pas que les femmes ne se sont pas exprimées au 19e siècle, au 20e siècle, sur leur désir, mais clairement, Maëlle Dupont l'affirme haut et fort, comme l'ont fait les Troubairis en leur temps. Donc, comme Na Castellouz, la jeune femme est irrémédiablement attirée par son amant. Elle ne désire que lui, et bien que cet amour soit source de douleur. Et lorsque l'amant décide de les abandonner, eh bien, la brutale vérité les meurtrit d'autant plus et sans fin. Donc, les textes médiévaux sont tirés de l'anthologie de Pierre Bec, Les femmes troubadours. Voilà. Alors, je n'arrive pas à lire les textes sur le PowerPoint. Donc, je vous proposais un extrait de Na Castellouz, donc de la chanson de la joie qui vient d'amour. Je vous sais gré malgré tout de ma torture et ma peine, et ne veux qu'on me courtise, car nul autre ne désire aussi fortement que vous. Vous, que de mes yeux j'admire et que j'aime à regarder. Du plus beau n'en saurais choisir, vous que je voudrais étreindre, car nul autre ne comble. Je le suis, s'il vous convient, de venir en un tel lieu où je puisse vous étreindre, car mon cœur ne peut guérir. Ce cœur qui tant vous désire, avide de vous revoir, ne me laissez pas mourir, puisque c'est là mon lot. Faites de moi un doux visage qui dissipe mon chagrin. Ce à quoi Maëlle répond, tu resteras dans mon cœur, je n'en aurai pas d'autre. Je suivrai les routes lentement, sous les lents sanglots de mon âme, de mes pas étrangers et blessés, et je n'aurai pas d'autre cœur. J'ai convoité ta peau comme une vague errante. Lorsque Na Castellouz, toujours dans Amis, voici bien longtemps, nous dit Amis, voici bien longtemps que vous m'avez délaissé, et ce mes peines et douleurs, car vous m'aviez garanti que de toute votre vie, vous n'auriez que moi pour dame. Maëlle répond d'envie continue, parce que tu as fermé la porte, les mâchoires d'une mort brusque à mesure que passent les jours. La mort d'amour, finalement. On en revient toujours là. Et un autre point commun avec les Troubairis, c'est l'érotisme. Celui de Maëlle n'est plus à démontrer, mais quelques siècles plus tôt, la comtesse de Die était tout aussi explicite quant à son désir. Je voudrais bien tenir un soir mon chevalier nu dans mes bras et qu'il se tienne pour combler si je lui servais de coussin. Car je le suis de lui plus éprise que Floire fut de blanches fleurs. Il a mon amour et ma vie, ma raison, mes yeux et mon cœur. Doux ami charmant et courtois, quand vous tiendrai-je en mon pouvoir, coucher un soir auprès de vous, pour vous donner un baiser d'amour. De vous serrer, j'ai grande envie, à la place de mon mari, pourvu que vous m'eussiez promis de faire tout à mon désir. Et Maëlle répond dans Indestructible, entre les bras, bouche ouverte, ta chaleur aspirée par l'étreinte quand je me noie. J'étais sur toi, en recollant les bribes du plaisir, soudant à tes lèvres l'étroitesse des sens. Des lèvres douces, j'étais dans un voyage, au bout de l'intimité. Enfin, alors je ne l'ai pas relevé, mais comme chez les troubadours et chez les Troubairis, alors que les beaux jours sont synonymes de naissance de l'amour, chez Maëlle c'est l'été, l'hiver représente la mort de celui-ci. Et c'est bien un jour d'hiver que la porte s'est refermée devant la jeune femme. Donc, encore une similitude entre la poésie de Maëlle et celle des Troubairis.
Donc, je conclurai en disant que l'œuvre de Maëlle tout entière, c'est une œuvre du désir et du plaisir, une œuvre de l'oxymore, où les sentiments les plus extrêmes se côtoient. Et la voix de Maëlle s'élève avec force parmi eux. Donc, amour du passé, amour du présent, amour toujours finalement. On a affaire à l'intimité d'une jeune femme, intimité que l'on peut partager, que l'on peut s'approprier. Et finalement, la pluie lente coule sur nous. Merci Marine. Merci Marine. Je mets fin à l'enregistrement.